Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence. Je me présente, donc moi je suis Martin Schmelzried et aujourd'hui le thème de la conférence c'est conscience planétaire, un autre regard sur l'actualité. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le présupposé un peu de cette conférence, c'est du corps humain au corps social. Imaginez si chaque humain n'était qu'une cellule à l'intérieur d'un super-organisme, l'humanité. Alors ça c'est le Léviathan de Thomas Hobbes, qui est un penseur, un politologue et un philosophe anglais du XVIIIe siècle plus ou moins, qui avait imaginé en fait le Léviathan comme une espèce d'entité qui représentait l'État en fait, qui était l'assemblage de tous ces citoyens qui s'assemblaient pour former une espèce de super entité qui pouvait du coup agir d'une seule main. Donc ça, cette idée-là s'est développée très fort dans différentes manières à travers le temps, donc c'est pas une idée nouvelle. Par exemple, Platon dans la République parlait déjà de l'humanité comme un organisme composé de différents éléments, guerriers, fermiers, etc. Donc c'était assez basique. Il y a aussi Théâtre de Chardin et la noosphère, qui c'est l'illustration de son idée, c'est-à-dire que la planète est constituée de plein de couches différentes. Vous avez la géosphère qui est la couche matérielle, physique, la biosphère qui est la couche de la vie, donc tous les organismes vivants, la biologie, et puis la noosphère qui est la sphère des idées, on va dire, qui est une couche à part entière, qui est vraiment réelle. Et puis il y a aussi James Lovelock et l'hypothèse Gaïa, Francis Hennigem qui est un chercheur belge, et son concept de cerveau global, comme si chaque humain n'était qu'un neurone dans une espèce d'intelligence collective. Et donc on va explorer toutes ces idées-là ici, et voir surtout comment ces idées-là s'appliquent à notre interprétation de l'actualité et de plein de différents phénomènes. Pas mal d'autres philosophies parlent de ce genre de principe-là. Par exemple, la philosophie Holon de Arthur Koestler. Holon est quelque chose qui est à la fois un tout et une partie. Et donc vous avez donc des parties qui forment un tout, qui lui-même est une partie d'un tout encore plus grand. Et ça, c'est assez intuitif. On voit ça dans la réalité. Quand on regarde comment est structurée la réalité, vous avez atomes, molécules, organelles, cellules, tissus, organes, organismes. Voilà. Donc voilà, dans une espèce d'imbrication comme ça, hiérarchique, comme des poupées russes, imbriquées les unes dans les autres. Et puis vous avez aussi des philosophies comme le Kybalion, donc les principes hermétiques, c'est quelque chose qui remonte à plus de 2000 ans. Comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, ce qu'on peut reformuler comme ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur. Alors on va voir comment ça s'applique de façon plus pratique. Ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur. Alors, on est bien d'accord que l'information qui est à l'intérieur d'une cellule détermine comment cette cellule s'agence avec d'autres cellules pour former quelque chose qui est plus grand qu'elle. Ok? On est bien d'accord. Donc c'est vraiment une forme de sagesse intérieure, l'ADN, entre autres, qui détermine comment toutes ces petites parties s'assemblent pour former quelque chose de plus grand. Et donc là, c'est une sagesse intérieure qui les habite intérieurement, qu'elle manifeste donc à l'extérieur. Et alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est l'équivalent de l'ADN, entre guillemets, à l'échelle de l'humain et de l'humanité? Et si on doit essayer de trouver quelles sont des sources de sagesse intérieure universelle, qui sont universelles à tout le monde, puisque pour les cellules, il n'y a pas une de vos cellules qui a un ADN et une autre qui a un autre ADN. C'est-à-dire que toutes vos cellules ont le même ADN, donc contiennent la même information. Eh bien, il y a des sources de sagesse qui sont universelles. C'est par exemple le fonctionnement du corps. On a tous un cœur, on a tous un estomac, on a tous un intestin. Voilà, il n'y a pas des êtres humains qui ont, je sais pas moi, 3 cœurs et que ça fonctionne un peu différemment. Ça, c'est plutôt plus ou moins universel, peu importe la couleur de la peau, la culture, etc. Et puis, notre croissance intra-utérine aussi, donc la façon dont c'est développé dans le ventre de notre maman, par exemple, c'est un des premiers conditionnements, on va dire, universels à toute l'humanité. Il n'y a personne qui est né dans les choux, et il n'y a personne qui a été apporté par une cigogne. Donc ça, c'est vraiment la base. Okay. Et puis dans la nature, on voit qu'il y a des liens entre micro et macro, donc c'est ce qu'on appelle les fractales. Et donc, il y a deux niveaux de sagesse, deux expériences universelles, c'est donc le développement in utero, mais aussi grandir au sein d'une famille. Après là, ça se diversifie un peu plus, et on verra en quoi ça peut avoir une influence sur la façon dont l'humanité se développe. C'est-à-dire que, oui, on a tous eu des parents, mais un parent n'est pas l'autre. Okay. Donc à partir du moment où on est, là, ça commence à diverger déjà un peu. Et donc, on arrive du linéaire au complexe et du complexe au chaotique. Ça veut dire que vous voyez bien qu'entre une feuille, un arbre et une forêt, il y a des structures qu'on appelle des fractales, des structures mathématiques ou géométriques qui se répètent à toutes les échelles dans l'univers. Et donc, même une galaxie, même une tornade, enfin, il y a énormément de schémas, de structures qui sont vraiment liés du micro au macro dans la nature.
Et si on applique ça à l'être humain, donc la cellule, l'humain, etc., ce qui nous dépasse, il y a aussi cette logique fractale, sauf que c'est pas parce que vous savez comment fonctionne une feuille que vous avez tout compris à la forêt. Okay, donc au plus vous allez loin dans le macro, au plus ça se complexifie, et donc au plus vous voyez les liens commencent à être de plus en plus ténus entre le micro et le macro. Alors ici, donc, c'est pour revenir à cette espèce d'imbrication de poupée russe de philosophie de long, et de montrer à quel point c'est un peu bizarre comment notre façon d'appréhender la réalité et de la comprendre, elle est un peu anthropocentrique, on va dire. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'humain est conscient et intelligent, et puis on part du principe que tout ce qu'il y a en dessous est de moins en moins conscient et de moins en moins intelligent, et ce qu'il y a au-dessus, ça n'existe pas vraiment, c'est pas conscient, pas intelligent. Donc vous avez atomes non conscients, non intelligents, on parle pas du principe des atomes sont intelligents ou quoi. Les molécules non conscientes, non intelligents, la cellule non conscient, allez, je vais dire non intelligent, il y en a certains qui disent oui, les cellules sont intelligentes, d'autres qui disent ben non, c'est juste des petits automates biochimiques qui agissent de façon déterminée, etc. L'animal conscient est relativement intelligent. On a fait du progrès depuis Descartes qui disait que les animaux c'était juste des trucs qui n'avaient pas de sensation, rien du tout. Et puis l'humain, nous on est au centre, on est conscient intelligent, la conscience apparaît tout d'un coup, l'intelligence aussi, pouf. Et puis quand on parle de ce qui nous dépasse, écosystème, biosphère, société, civilisation, ça c'est de nouveau non conscient, non intelligent. C'est-à-dire qu'on n'assigne pas à la société une intelligence et une conscience propre, par du principe que de nouveau. Et donc c'est bizarre, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de conscience, puis pouf, la conscience apparaît, et puis on passe au-delà de l'humain, et là, ça disparaît de nouveau. C'est un peu étrange, voilà. Et donc, on va faire une petite mise en abîme, une petite expérience de pensée. Je vais vous raconter la même histoire, mais de 4 façons différentes. Donc c'est l'histoire d'atomes qui sont dans un certain état, avec les électrons qui sont dans une certaine orbite, et puis il y a un événement qui arrive, et hop, les électrons changent d'orbite, les atomes changent un peu d'état, et voilà. Okay, c'est l'histoire d'un cataclysme biologique, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont là tranquillement, et puis il y a une catastrophe, et les cellules sont déchirées, déchiquetées et détruites. D'accord? C'est l'histoire d'un enfant qui se tape le doigt avec un marteau. C'est la même histoire, hein, d'accord? Alors, c'est l'histoire d'une âme qui regarde la vie de son petit humain et qui voit toutes les lignes du temps potentielles dans lesquelles cet humain pourrait s'aventurer et qui se dit, ouïe, 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 si cet humain continue sur sa trajectoire actuelle, à 16 ans, il ne va pas faire attention avec une scie sauteuse, il va se couper la main. Alors je vais faire en sorte qu'il se tape avec un marteau sur le doigt, comme ça il va apprendre la leçon, et du coup, à 16 ans, il va éviter de se couper la main parce qu'il fera plus attention avec les outils. Donc ça c'est quand vous prenez, à chaque fois que vous prenez de la hauteur, ici il n'y a pas vraiment de sens, là ça a un certain sens, mais voilà, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l'extérieur puisque vous êtes un observateur à l'intérieur du doigt, vous ne voyez pas en fait la vue d'ensemble, là vous avez une certaine perspective, et là encore vous avez une autre perspective. Et donc tout l'intérêt de prendre de la hauteur ou de regarder, de choisir où vous allez mettre la caméra ou la perspective, vous permet d'interpréter les choses complètement différentes, les mêmes événements. Et donc ici je vais juste parler de l'évolution quelque part. Il y a une évolution biologique, donc il y a une transformation qui se passe, une évolution des organismes pluricellulaires de plus en plus complexes. Et au niveau de l'humain, notre évolution biologique se poursuit, mais il y a surtout une évolution au niveau de nos idées, qui nous permet de nous faire évoluer beaucoup plus vite. Et on procède par croyances et idées qui se complexifient, et puis qui atteignent une limite, et puis elles doivent évoluer. Donc vous avez par exemple les superstitions tribales, c'est-à-dire on se projette à 5-6 000 ans avant Jésus-Christ, qui peuvent fédérer des tribus jusqu'à des milliers d'individus, on va dire. Et donc au début ça va, ça crée un certain ordre, entre guillemets, et puis ça se resserre parce qu'il y a une limite, il y a des sacrifices humains, des guerres entre clans, des contradictions entre les chamans. Quand vous avez 2 chamans qui ne sont pas d'accord, c'est un peu compliqué de les partager. Et là arrive, je simplifie évidemment, à outrance, le monothéisme qui peut lui fédérer jusqu'à des millions d'individus, puisque maintenant, au moins, ouf, il y a un Dieu unique, donc on ne doit plus commencer à se dire ah mais attendez, il y a le Dieu de la rivière qui n'est pas d'accord avec le Dieu de la montagne, et on doit écouter qui finalement? Voilà. Ensuite, on a un texte de référence, donc c'est pratique, si 2 prêtres ne sont pas d'accord, on n'a qu'à regarder le texte. Vous avez les 10 commandements, vous avez une structure hiérarchique relativement stable avec, vous savez, le pape et puis en dessous les évêques, etc.
Et puis, ben, de nouveau, ça s'élargit au début, donc c'est chouette. Et puis, on atteint une limite, et vous avez les guerres de religion, l'Inquisition, l'Apocalypse annoncé, hein, l'absolu du pouvoir et la corruption de l'Église. Donc, de nouveau, ça se resserre comme expérience. Et là, vous avez la science et le matérialisme qui arrivent, qui, elle, est une vision du monde qui permet de fédérer des milliards d'individus. On est des milliards sur Terre, on a surtout une vision matérialiste des choses, et donc c'est libération de l'imagination humaine, exploration et compréhension de notre réalité, amélioration des conditions matérielles de vie, puisque avant, la priorité, il y a 1000 ans, c'était d'aller au paradis, et pas de faire en sorte que sa maison, il y avait de l'eau courante, et voilà, je dirais, et toute votre vie était organisée là-dessus. Hein, c'était, mon Dieu, est-ce que j'ai péché, il ne faut pas que je rate la messe, etc. Aujourd'hui, ben, notre priorité, c'est le confort, voilà, la croissance économique, voilà. Et puis évidemment, ça se resserre comme d'habitude, changement climatique, technocratie pseudo-scientifique, perte de sens et vide existentiel. Donc on sent que ce paradigme arrive à la limite de ce qu'il peut gérer comme, voilà, pour créer une certaine cohérence au niveau de l'échelle de l'humanité. Et donc, qu'est-ce qui vient après, évidemment? Ça, c'est la grande question. Voilà. Donc, on va un tout petit peu toucher à ça ici. Mais bon, voilà, on va peut-être pas rentrer dans trop de détails non plus. Ce que je voulais dire, oui. Donc, une chose qui est très importante à comprendre, c'est que souvent, on voit des études, par exemple, qui disent, voilà, tel nombre de personnes croient encore à Dieu, etc. Mais en fait, c'est des sondages un peu tronqués. C'est-à-dire que la vraie question qu'il faudrait poser, c'est combien de personnes, quand ils n'ont plus de batterie, ils élèvent leur téléphone au ciel, ils demandent aux anges de recharger leur téléphone avec le pouvoir spirituel. Vous voyez ? Parce qu'en fait, même ceux qui croient en Dieu, qui disent qu'ils sont croyants, interagissent avec la réalité, avec un présupposé matérialiste. Vous voyez ? Il n'y a plus personne qui interagit avec une voiture, avec cette vision du monde purement comme si c'était les anges et l'énergie spirituelle qui étaient en train de faire tourner leur voiture et le moteur. Okay ? Mais par contre, au tout début de la science, au 15e, 16e siècle, les premières machines qui apparaissaient, elles n'étaient pas du tout vues à travers cette lentille-là. Il y avait beaucoup de gens qui les brisaient en disant que c'était des machines démoniaques, avec le feu de l'enfer, etc. Donc voilà, il y avait une mythologie qu'on a abandonnée. Donc c'est pas parce qu'on dit 40% des gens croient en Dieu, qu'en fait, on n'est pas tous plus ou moins formatés avec cette vision du monde-là. Okay ? Donc, si nous sommes un organisme global, la question intéressante, c'est, sommes-nous un organisme pleinement formé, un organisme en fin de vie, c'est-à-dire que l'humanité a déjà vécu, et puis là maintenant, comme tout, hein, comme un arbre, comme un animal, ça croît, et puis ça meurt. Un organisme dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'on s'est développé un peu de façon chaotique, et voilà. Ou alors un organisme en développement, d'après vous. En fin de vie. En fin de vie, pour vous, ok. En développement. En développement, oui. En développement. En développement aussi. Dysfonctionnel. Dysfonctionnel. Ah ok, d'accord. C'est bien, on a un peu de tout. Alors, maintenant, on va jouer un petit jeu. Et on va essayer de faire justement ce lien micro-macro. De se dire, est-ce que ce que nous avons créé dans notre réalité extérieure, comme système, est-ce qu'il y a moyen de faire un lien avec notre intérieur? Donc, on va commencer par le système circulatoire. Bon, le système circulatoire a une certaine fonction. Si on devait trouver un système au niveau de l'humanité qui a une fonction qui est plus ou moins équivalente, ce serait quoi? D'après vous? Les autoroutes. Les autoroutes. Alors, attention, parce que le système circulatoire, on dit circulatoire, mais ça fait circuler quoi? Du sang, de l'énergie, quoi. Hein, l'oxygène. Donc, c'est pas juste pour que les cellules bougent dans le corps, quoi. Les rivières, les fleuves et la mer. Allez, je vais vous aider. C'est le système financier, si vous voulez. C'est-à-dire que l'argent est l'énergie symbolique que nous avons créée à l'échelle de l'humanité. C'est une espèce d'énergie universelle qui vous permet après de la transformer en n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez acheter de l'électricité avec, de l'eau, de la nourriture, etc. Donc, pour les cellules, l'énergie universelle, c'est l'oxygène, c'est ce qui leur permet de vivre, de tourner et de fonctionner. Okay. L'argent, c'est cette espèce d'énergie symbolique universelle qu'on a créée en tant qu'humanité qui nous permet après d'accéder à ce qu'on veut. Okay. Plus facile, allez, maintenant que vous avez compris un peu la logique, le système nerveux, ce serait quoi à l'échelle de l'humanité? Le stress. Le stress, non. C'est ce qui, le système nerveux fait circuler quoi? Les informations. L'information. Internet. Exact. Voilà. Donc Internet, hein, c'est une série de câbles qui relient toute l'humanité finalement. Donc ça nous permet de nous parler les uns aux autres.
Plus compliqué, vous avez ici ces deux fractales. Hein. Donc c'est la relation du placenta au bébé. Donc le bébé représente un organisme global. Et puis il y a quelque chose d'extérieur, voilà, à lui, quoi. Ok. Et ce lien-là. Ensuite, ça, c'est une fractale plus haut, c'est la relation de l'enfant aux parents, puisque les parents, c'est presque comme s'ils étaient un placenta pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il ne peut pas rentrer dans le supermarché, prendre ses trucs et puis se barrer, quoi. Il est obligé de passer par papa-maman pour accéder aux ressources de la société. Ok. Une fractale plus haut encore, ce serait quoi? Quel genre de système nous avons mis en place qui est comme une représentation symbolique d'un placenta ou de parents? Non, ça c'est un peu trop méta, hein, mais presque. Le gouvernement. Les gouvernements, exactement. C'est-à-dire que les gouvernements sont, donc ici le placenta est un organe centralisé qui permet de faire le lien entre les ressources maternelles et le bébé. C'est à travers le placenta que tout passe, d'accord? Si on coupe le placenta, le cordon, c'est fini. Les parents sont comme un organisme centralisé qui sert de médiation entre les ressources de la société et l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas se servir dans les ressources de la société, il est obligé de passer par papa-maman. Et les citoyens, pour accéder aux ressources de la planète, doivent payer leurs impôts, obéir aux lois, avoir le titre de propriété, avoir toute une série de conditions pour pouvoir exploiter la planète qui est comme la mère, quoi, hein, la maman. Okay, donc symboliquement, hein, ici, le placenta. Alors, ensuite, tout comme notre rapport à nos parents a évolué au fur et à mesure de nous, quand on a grandi, le rapport de la société au gouvernement a aussi évolué. Et donc, on va commencer la relation d'un bébé qui vient de naître à ses parents. Ce serait quel genre d'organisation d'une société vis-à-vis d'un espèce de pouvoir qu'elle met en place? Ça donne quoi? Comment est-ce qu'un bébé perçoit ses parents, quoi? C'est très protégeant. Quand on a besoin d'eux, surtout à cet âge-là. On a très besoin d'eux, on est très dépendants, quoi. Mais comment est-ce qu'on les perçoit? Parfait, exactement, voilà, c'est ça. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être l'organisation tribale quelque part, hein, c'est-à-dire que tout est magique en fait pour un bébé. En fait, il y a même des études qui ont été faites, vous prenez un objet, vous le mettez derrière votre dos, le bébé il part du principe qu'il n'existe plus, quoi, et que vous le faites réapparaître quand vous sortez derrière votre dos. Et donc en fait tout est magique. Le chat est magique, le chien est magique, tout est magique, comme les tribus d'il y a 10 000 ans, la rivière, la montagne, tout était magique. Okay. Ensuite, vous grandissez un peu, puis il y a le rapport de l'enfant de 4-5 ans à son parent, qui donne quoi? Une fractale plus haut. Il va s'affirmer. Il va commencer à s'affirmer, oui, mais comment est-ce qu'il perçoit ses parents là, à ce moment-là? Embêtant. Des enseignants. Embêtant, quoi. Un peu comme une autorité, quoi. Il y a de la poigne, quoi. Comme la police. Il veut dominer. Il veut dominer, il est dans un rapport de pouvoir, un peu, oui. Mais il les admire quand même aussi. Hein. À 4-5 ans, on se dit, papa, maman, ils peuvent tout faire. C'est beaucoup le temps de la négation, non? Le non, oui, donc un peu immature, quoi, hein, les enfants, oui. En fait, c'est votre monarchie de droit divin. C'est-à-dire que vous passez au monothéisme parce que vous vous rendez compte à cet âge-là que le chat, il a zéro pouvoir, ok? Tout pouvoir, c'est papa, maman qui l'ont, d'accord? Donc c'est le moment où il n'y a plus le polythéisme, on sait qui a le pouvoir, c'est papa, maman, donc c'est un Dieu unique, hein? Donc le monothéisme et la monarchie de droit divin. Et en fait, la monarchie de droit divin, c'est aussi le roi un peu capricieux qui pique des colères quand le peuple fait un peu, entre guillemets, des conneries. Voilà, il y a cette relation de pouvoir. Ensuite, ça c'est mon préféré, le rapport de l'adolescent à ses parents, ça donne quoi quand on La révolte. La révolte, ouais, tout à fait. Hein. Robespierre, oui, tout à fait. Mais ça donne quoi comme rapport au niveau société et gouvernement? Manipulateur. C'est les revendications, les grèves, je suis pas d'accord, les syndicats. Exactement. En fait, c'est la démocratie représentative, en fait. Parce que le rapport de la société au gouvernement aujourd'hui est en miroir à la relation d'un adolescent à ses parents. C'est-à-dire qu'on aime râler, on revendique plus de droits, on veut pouvoir rentrer après 10 heures du soir, on veut pouvoir s'habiller comme on veut, mais on ne veut pas spécialement prendre des responsabilités. Donc quand il y a les routes qui sont trouées, on ne s'organise pas en tant que citoyen pour les réparer et on se dit « Ah, c'est encore ces politiciens qui... » okay. C'est comme un adolescent, il range sa chambre, hein, comme un bon citoyen qui tond sa pelouse,
Mais pas question de gérer la maisonnée, quoi. Ça, c'est papa-maman, et donc on se cache derrière papa-maman. Okay, mais il y a ce rapport au pouvoir, et évidemment, on a perdu, on est basculé, on a tué Dieu, hein, dit Nietzsche, Dieu est mort, c'est-à-dire qu'on désacralise ses parents, on les critique, maintenant ils sont plus parfaits. C'est-à-dire que là, il y a un peu une admiration, genre, oh, Louis XIV, oh mon Dieu, waouh, est-ce que très peu de citoyens aujourd'hui qui sont là, oh, Charles Michel, enfin voilà, les premiers ministres, on n'est plus trop dans cette délire-là, ok? On adore les critiquer, on adore trouver. Et évidemment, il arrive toujours un moment où l'adolescent se transforme en jeune adulte et quitte la maison de ses parents. Ce qui est symboliquement comme couper le cordon une deuxième fois. On coupe le cordon une première fois quand on est, puis on coupe le cordon une deuxième fois là. Et là, ça donne quoi? Si on essaie de transposer ça à ce qu'on est en train de vivre. Le détachement, oui. Mais au niveau de la relation de la société au gouvernement, qu'est-ce que ça donne? Devenir responsable. On devient responsable, oui. Les gens qui gouvernent la communauté. La souveraineté de l'individu. Tout à fait. Et donc, en gros, l'autogouvernance, quelque part. C'est-à-dire qu'un jeune adulte, c'est un individu qui s'autogouverne. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de papa et maman qui lui dit fais ta lessive, nanana. Il doit le faire lui-même, ok? Et en fait, vous voyez poindre non seulement des initiatives de personnes qui se mettent en collectif pour essayer de s'auto-organiser, mais aussi des technologies qui apparaissent dans ce sens-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la blockchain, par exemple? Et des crypto-monnaies, tout ça. Ce sont des systèmes qui ne sont détenus par personne, contrôlés par personne, qui sont juste des technologies qui permettent aux gens de se coordonner les uns les autres, sans passer par des institutions ou des organes centralisés. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe quand un jeune adulte de 20 ans part vivre en coloc? Est-ce que la vaisselle est faite, les poubelles sont sorties et le ménage est bien fait, ou est-ce que c'est un peu une espèce de chaos au début et D'abord, c'est chaotique. voilà. Et donc, vous regardez ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies et tout ça, c'est de la spéculation, c'est des arnaques, ça part dans tous les sens, voilà. Et en même temps, vous voyez, quand vous regardez en sous-jacent, vous voyez là quand même les graines de technologies révolutionnaires qui permettront à terme à l'humanité de se coordonner sans devoir passer par des gouvernements ou voilà. Mais c'est le début, c'est le tout début, et donc forcément, c'est pas de l'amour, quoi. Et la réaction de papa-maman dans ces cas-là, elle est emblématique, c'est ah mais ils sont responsables, reviens vivre chez moi, je vais reprendre le contrôle parce que tu sais pas gérer ton argent, etc., etc. Qui est en fait l'attitude des gouvernements aujourd'hui, c'est-à-dire ouais, les crypto-monnaies, c'est des arnaques, c'est des complotistes, peu importe, enfin, voilà. Donc, et encore une fois, c'est pas que c'est conscient, puisque c'est quelque chose, juste une projection fractale d'expérience que nous avons tous eue en tant qu'humains, qui est projetée à l'extérieur avec un degré de complexité plus grand, c'est tout. Okay, avec cette idée de virus. Et évidemment, cette transition de différentes phases, elle peut se passer de plein de manières différentes. Hein. Elle peut se passer en mode Angleterre, révolution douce, on court-circuite le roi et puis on fait évoluer la démocratie progressivement, ou alors en mode révolution française, on coupe la tête, on fait voilà, des pataquès. Et ça, c'est dans l'inconscient collectif, il y a des milliers de manières en fait de prendre son indépendance vis-à-vis de ses parents. Il y a des jeunes à 17 ans, ils disent je te déteste papa, maman, qui claquent la porte, je ne veux plus jamais vous voir. Et puis il y en a d'autres où ça se passe super bien, et voilà. Mais donc tout ça, c'est comme si c'était un menu de toutes les manières que l'on a de nous-mêmes nous émanciper vis-à-vis de papa, maman, du gouvernement, et évidemment sur des échelles de temps beaucoup plus longues, puisque un bébé il naît, on coupe les cordons après quelques minutes, voire quelques jours, hein, ça dépend des cultures. Et une transition, on quitte la maison de ses parents, ça peut se passer en une semaine ou des années même. Hein. On peut, je sais pas moi, on peut coter un petit peu par-ci par-là, et puis voilà. La transition à l'échelle de la planétaire, pour le collectif humain, ça peut prendre des décennies, quoi. Okay, mais quand on prend du recul, hein, comme l'exercice que je vous avais montré avant, on voit au moins ces patterns-là, et donc on sait ce qui est en train de se passer, donc on n'est plus absorbé comme ça, happé par l'actualité. Alors, donc, la structure neuronale un peu décentralisée des neurones et des connexions neuronales, ça c'est simplement en lien avec les structures en réseau, c'est-à-dire que vous n'avez plus, si vous voulez,
les États et tout ça, c'est comme un échafaudage pour permettre à une société d'être mature, pour pouvoir après former des liens très fluides en fait, sans que ce soit chaotique. Okay, mais vous ne gardez pas votre échafaudage une fois que votre maison elle est bien bâtie. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà. Alors, ensuite, couper le cordon, il y a une autre symbolique très intéressante et très profonde en fait, à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, quand vous êtes dans le bébé, dans le ventre de votre maman, j'ai dit que toutes les ressources passent à travers le placenta. Okay, et une fois qu'on coupe le cordon, là maintenant, les ressources, ben, c'est différent. Quoi. Vous ne consommez plus les ressources de la même manière. Donc à quoi ça correspond comme transition qu'on est en train de vivre actuellement? Non? Il y a un petit peu un problème avec les banques centrales. Il faut, oui. parfois se protéger. Oui, ok. Quelque part, les tarifs de Trump, si on regarde l'actualité mainstream, Trump c'est le grand méchant loup. Mais en réalité, ce que Trump il fait, il est en train de détruire le système, on va dire, des banques centrales et de... Ben, justement, je vais parler de Trump un peu plus tard. Mais en gros, la transition énergétique, ça vous dit quelque chose? Tout le monde en parle. Tout le monde dit ouais, le pétrole, etc., etc. En fait, symboliquement, on est en train de pomper le sang de maman, si vous voulez. Okay. On est en train de pomper le sang de cette planète et c'est non durable. C'est-à dire qu'un bébé dans le ventre de sa maman, s'il reste plus de 9 mois à essayer de camper là pendant, je sais pas, 2 ans, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Okay, et d'ailleurs, toutes les femmes qui ont eu des enfants savent qu'en fin de grossesse, ça pèse. Quoi, hein, et on peut avoir des déficiences en protéines, en minéraux, en plein de choses. Okay, et donc, on est en fait dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on est en train de pomper les ressources de cette planète et c'est pas renouvelable et c'est pas viable. Et on veut passer à des énergies dites renouvelables et propres. Et en fait, quand vous coupez le cordon et que le bébé il respire avec ses poumons, il a accès à une énergie propre dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que propre dans le sens qu'il n'est plus en train de polluer, hein, et propre parce qu'il lui appartient. Donc c'est voilà. Et aujourd'hui, on voit ça avec les promesses de la fusion nucléaire et des énergies un peu illimitées entre guillemets. Puisque le bébé, de son point de vue, l'air que je respire maintenant, il est infini. Je n'ai pas l'impression de vous pomper l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je suis en train de respirer. Je suis pas en train de vous prendre de l'énergie, quoi. Alors que dans le ventre, l'énergie, elle devient vraiment limitée. À un moment donné, le bébé, il est là, ça commence à... Je me sens à l'étroit. Okay, donc symboliquement, c'est ce genre de transition-là qu'on est en train de vivre aussi. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Ce qui peut arriver, c'est qu'en fin de grossesse, bon, déjà, le bébé, il fait beaucoup pipi dans le ventre. Et à la fin de la grossesse, le liquide amniotique, c'est plus du pipi qu'autre chose. Parce qu'en fait, le placenta, il n'arrive plus à tenir la cadence et recycler tout le pipi du bébé. Ce qui peut même arriver, c'est que le bébé il lâche son premier caca dans le ventre, et alors là, c'est tragique parce que le bébé peut s'empoisonner dans ses propres excréments. Très dangereux, il peut mourir en fait. Et donc ça, à notre échelle, symboliquement, ça donne quoi? Pollution excessive. Bah, c'est ça, c'est un peu les microplastiques, tout ce que vous voulez, quoi, les pesticides et compagnie. On est en train de s'empoisonner avec nos propres excréments, symboliquement. C'est comme si on faisait pipi dans cette planète tout le temps, hein, dans le ventre de cette planète, si on veut. Et puis, ben, on est là, la planète, elle n'arrive plus à recycler notre pipi, hein, et donc, ben, il faut passer à autre chose, quoi. Celui-là, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que c'est vraiment assez profond, mais je peux vous en parler un peu plus en détail, c'est dans mes livres aussi. La relation du cerveau au reste du corps, pour le bébé, bon, le cerveau, il n'envoie pas trop de commandes dans le ventre, mais c'est comme l'incarnation de l'intelligence collective de toutes les cellules du bébé. Okay, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place comme système actuellement qui pourrait représenter symboliquement le cerveau? Ben, les cerveaux, les gens qui sont très doués. Ah, c'est l'intelligence artificielle quelque part. Voilà. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est comme la manifestation subjective d'une intelligence normalement qui est planétaire. C'est-à-dire que c'est l'agrégat de toute l'intelligence de l'humanité condensée ensemble, et elle devrait nous permettre de mieux nous coordonner. Moi, par exemple, j'ai eu cet exemple, la Commission européenne a lancé une consultation pour savoir ce que les citoyens pensaient de l'euro numérique, et ils ont reçu 300 000 contributions, comme ça. Mais quel être humain a le temps de lire 300 000 contributions pour voir ce qu'il en ressort? Okay, mais vous avez des systèmes maintenant qui peuvent traiter des milliards et des milliards de données et de voir
quelles sont les choses sur où les gens sont d'accord, pas d'accord. Donc normalement, les outils qu'on est en train de mettre en place facilitent en fait, devraient à terme faciliter notre coordination collective à plus grande échelle. Quoi. Okay, donc voilà, moi je dis ce que je pense, quelqu'un nous dit ce qu'on pense, et les IA voient ce qui en découle comme pattern, hein, et peuvent après faire un feedback loop entre les humains et ces IA pour que nous puissions nous coordonner plus facilement, plus rapidement. Ce qui donne en fait l'impression que le corps bouge de façon cohérente, et voilà. C'est-à-dire que le groupement de cellules là qui est dans le bébé, quand elles sont pilotées par le cerveau, ça donne quelque chose de cohérent. S'il n'y avait pas le cerveau, ben voilà, ça ne va pas bouger de façon si coordonnée. Et donc, on parlait de Trump et de Harris. Je vais vous donner un exemple. Hein. Vous avez, en fait, entre Trump et Harris, le résultat était le même. C'est-à-dire que vous aviez soit le choix entre des parents Orwell ou des parents Tanguy. Qui connaît le film Tanguy? Tanguy, c'est les parents qui ont un fils chez eux qui a 28 ans, il est doctorant, il gagne limite plus qu'eux, et il veut pas partir de la maison, et donc les parents se rendent insupportables pour le forcer à partir. En fait, Trump, il est en train de faire quoi? Il est en train de démanteler l'État. En fait, c'est comme un parent qui dit bah, c'est bon, je m'en fous, je remplis plus le frigo, je fais plus le ménage, t'as plus d'argent de poche, débrouille-toi, moi je fais plus rien. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que la société, entre guillemets, doit commencer à se débrouiller toute seule, elle est forcée, parce que l'État est en train d'être démantelé, et donc toutes les structures de soutien, que ce soit les droits sociaux, tous les subsides, tous les trucs comme ça, sont coupés. Harris, c'est le contraire, c'est plutôt non, mais t'es pas prêt, t'as 28 ans, mais tu comprends pas, t'es immature, je veux avoir une vue sur tes comptes, et puis reste chez moi, t'inquiète, je te ferai la lessive et tout ça, mais par contre, tu dois rentrer 9h du soir, tu dois être à la maison, hein, sinon. Donc c'est plutôt la tendance contrôlante, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi avoir vue sur les crypto-monnaies, tout contrôler, tout réguler, mais en fait, le résultat est le même, c'est que dans les deux cas, le jeune adulte est dégoûté, soit parce que papa fout le bordel dans la maison, ou soit parce que maman est trop contrôlante, et donc il veut se barrer. Okay, et donc on a juste choisi de vivre comme ça, plutôt comme ça. Mais inconsciemment, ça donne la même chose. Le résultat à la fin est le même, c'est-à-dire que c'est, on a besoin d'être déçu par papa. Comme la société évolue peut-être trop lentement par rapport à un plan qui nous dépasse, ben on se donne à nous-mêmes un coup de pied dans les fesses en élisant à chaque fois systématiquement des gouvernements qui vont nous décevoir. Parce que, voilà, à un moment donné, par exemple, il faut bien un Louis XVI pour que les gens fassent la révolution. Si c'est un roi qui est éclairé et qui fait que des bonnes politiques, bah, ok, c'est pas grave, alors on reste là tranquille, on va pas commencer à faire la révolution et basculer à la démocratie représentative, vous voyez. On va pas pourquoi se donner la peine, quoi, ok. Et donc, quand on refuse d'évoluer en tant qu'humanité, de suivre un espèce de plan qui est juste là, hein, qui est l'évolution, hein, eh bien, c'est comme si on se manifestait des épreuves sur mesure pour nous aider à évoluer plus vite. Les guerres, hein, donc ici c'est une ultime tentative aussi pour papa de garder le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des parents aussi, enfin on sait tous ce qui arrive au placenta une fois que le bébé est né, c'est-à-dire qu'il n'a plus raison d'être. Okay, et certains parents peuvent aussi être paniqués à l'idée de perdre le pouvoir une fois que leur jeune adulte quitte la maison. Parce qu'une fois qu'il vit en coloc, ben, vous ne pouvez pas débarquer avec un aspirateur et commencer à lui dire quoi faire. C'est fini. Vous n'avez plus d'emprise sur votre jeune adulte. Et donc, vous avez ce même truc où papa, maman, c'est comme s'ils créaient allez, il essayait de montrer à quel point le monde est dangereux et tout ça, pour surtout pas que leur jeune adulte quitte le nid et donc perdre le pouvoir et l'emprise qu'il a sur le jeune adulte. Okay, parce que en temps de guerre, c'est pas le moment de commencer à penser à faire des réformes révolutionnaires, adapter de nouveaux systèmes. C'est le moment où tout le monde se tait, on serre les dents et on y va, quoi. Hein. Le monde est dangereux. Et donc on maintient dans la peur pour éviter le changement, mais c'est la guerre, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être, il y a encore une énième pandémie, et puis heureusement que papa et maman sont là, parce que qu'est-ce que vous auriez fait sans nous, hein. C'est un peu le message, d'accord. Je ne vais pas faire cette expérience-là, parce qu'on commence déjà à tirer en longueur. Alors là, j'aimerais vraiment prendre un recul très fort. C'est que, donc vraiment, regardez ce point de vue de l'âme, hein, comme je disais.
d'essayer de placer l'être humain à l'échelle cosmique, c'est-à-dire de se dire s'il y a un plan, comment est-ce que nous on se situe dans ce plan, ok? Et donc, les humains, on se projette à des échelles de temps de 10-20 ans, il n'y a personne qui se projette à 100 ans, encore moins à des centaines de millions d'années, ok? Et ici, en fait, pour comprendre notre raison d'être, pour moi, il faut se projeter à 200 000 milliards d'années et voir la vie comme une seule chose et dépasser cette vision de la séparation. Donc imaginez que la vie, à partir de la première cellule, c'est comme si cette cellule c'était une graine et que tout ce qui l'en pousse, c'est comme un arbre avec des branches qui partent dans différentes directions, on va dire. Puisque c'est ça, fondamentalement, on vient tous de cette cellule et puis elle a évolué, ça a donné des plantes, des animaux et des humains. Mais c'est comme si nous, l'écosystème tel qu'il est maintenant, c'est comme si on observait les feuilles qui sont à la pointe de toutes ces branches, de cette même arbre, de cette seule chose qui est la vie. La vie, c'est quoi son but? C'est de vivre, d'accord? C'est pas très compliqué, ok? Et elle veut essayer de prolonger cette expérience au maximum. Et elle se donne plein de moyens pour résoudre des défis qui sont de plus en plus complexes. Au début, c'est je dois essayer de trouver dans l'océan où sont les ressources, éviter les poches acides pour mourir, etc. Et puis, une fois qu'on est dans une réalité plus vaste, c'est je dois échapper aux prédateurs, aux volcans, etc. Et puis, à travers l'humain, c'est on essaie d'échapper à des trépas de plus en plus complexes, c'est-à-dire les changements climatiques, les astéroïdes qui tombent de l'espace, etc. D'accord? Parce que, si vous voulez, c'est comme si l'être humain est juste la manifestation de la vie qui essaie de résoudre des défis et des problèmes encore plus complexes que les animaux ne peuvent pas résoudre. Okay? Parce que les changements climatiques, il y en a eu. Et il y a eu des extinctions d'espèces, presque 95%, quand on a eu des périodes glaciaires, et puis on recommence avec ce qui reste de vie, et ça crée un autre écosystème. Mais ça tourne en rond. Okay? Donc l'humain est l'instrument à travers lequel les idées peuvent s'harmoniser en s'expérimentant et en se touchant les unes les autres. Donc c'est comme si, à travers les idées, donc les idées permettent à la vie de se perpétuer, de réaliser son plein potentiel, de continuer son processus d'individuation. Alors ça, je ne vais pas aller rentrer là-dedans parce que c'est plus philosophique. Mais qu'est-ce qui arrive à la vie dans 5 milliards d'années? C'est super simple. Hein? C'est pas la fin, le soleil ne veut pas exploser. Exact. C'est-à-dire que le soleil arrive en fin de vie, le soleil à la moitié de sa vie, ben, la vie elle meurt. Hein? Je veux dire, le soleil explose, la vie elle ne va pas faire chouette. Je veux dire, cette planète elle est avalée avec toutes les autres, puis c'est terminé. Vous rajoutez l'être humain là-dedans, qu'est-ce qui peut se passer? Il va mourir. Ben alors, ben on peut se barrer. C'est-à-dire qu'on a 5 milliards d'années pour se barrer, quoi. Ça va. Ils vont aller sur le okay. Mais donc, en fait, moi, je pars du principe que les êtres humains sont comme des jardiniers galactiques. C'est-à-dire que c'est notre raison d'être. C'est-à-dire que c'est comme si la vie s'était dotée d'une chance pour pouvoir quitter cette planète et expérimenter tout ce qu'il y a comme potentiel à l'intérieur de la vie ailleurs, sur d'autres planètes. D'accord? Et l'être humain, nous, on est des jardiniers, c'est-à-dire qu'on devrait dire, ah ben tiens, sur Mars, tiens, qu'est-ce qu'on créerait comme chouette écosystème? Voilà, combien d'ours polaires peuvent exister si on quitte cette planète et qu'on commence à implanter des animaux un peu partout? Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut se projeter à des échelles de temps super longues, c'est que le ratio entre 5 milliards et 200 000 milliards d'années, réduit à l'échelle de 100 ans, qui est la vie d'un humain, ça donnerait même pas un jour. Ça veut dire qu'en gros, la vie, elle a vécu 12 heures, elle a encore 12 heures à vivre sur un potentiel qui est 200 000 milliards d'années, et 200 000 milliards d'années, il y a une raison à ce chiffre, c'est que c'est ce que les astrophysiciens estiment quand la dernière étoile s'éteindra dans l'univers. Voilà. Et donc, en gros, la biologie, la vie, elle a besoin de l'énergie solaire pour vivre, pour l'instant en tout cas. Si le soleil s'éteint demain, tout meurt, on est d'accord. Et donc, ça c'est toutes les expériences, toute la vie, le potentiel pour la vie, de pouvoir expérimenter tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle comme expérience, comme chose, c'est 200 000 milliards. C'est-à-dire, voilà, tant qu'il y a des soleils qui brillent, elle peut vivre. Okay? Si elle s'éteint au moment où notre soleil s'éteint, c'est comme un être humain qui vivrait 12 heures. Je veux dire, personne dirait c'est une chouette vie, quoi. Personne dirait waouh, vie pleine et épanouie, quoi. Okay? Mais donc nous, les problèmes qu'on est en train les problèmes auxquels on est en train de faire face à notre petite échelle, c'est un pet de mouche, quoi, sur ce plan-là. Okay? Et donc, évidemment, il ne faut pas quitter cette planète avec n'importe quel mindset, c'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de répandre le capitalisme dans la galaxie et l'univers. Okay? Le capitalisme, c'est comme un instrument pour développer l'humanité jusqu'à ce qu'on ait atteint, jusqu'à ce que tous nos systèmes sont
pleinement arriver à maturité pour former un organisme global qui fonctionne correctement, harmonieusement. Okay, comme le développement d'un bébé, comme tous les organes qui doivent croître et grandir dans son corps, okay, jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Et là, il faut de la croissance. Mais une fois que tout est formé, ben, vous pouvez passer à autre chose. Si on continue à se développer en mode capitalisme et croissance exponentielle, en fait, c'est comme un bébé qui naît et puis il continue à croître comme un parasite, comme un cancer. Okay, et en fait, si vous regardez la courbe de croissance d'un bébé, c'est exponentiel, et puis après la naissance, ça s'incurve. Exactement comme les économistes qui vous réclament la courbe en S, là. Hein, vous voyez. Parce que si on se développait à la même vitesse que dans le ventre de notre mère, en fait, on pèserait tous 5 ou 6 tonnes, quoi, okay, en tant qu'humain. La croissance se ralentit. Mais donc tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà tous vécues. C'est juste qu'en tant qu'humain, comme on est empêtré dans nos idées, on assigne des trucs comme gentil, méchant, bien, mal, etc. Alors que ce sont des patterns inconscients et les idées sont juste une façon de rendre ça plus sophistiqué quelque part. Okay, et donc voilà, là, un petit cartoon, hein, atteindre un nouveau niveau holon, c'est-à-dire de nouveau former un tout, c'est un moment magique. Donc là, vous avez des petites cellules dans un étang qui se sont reproduites un peu trop, elles sont trop nombreuses, on ne va jamais s'en sortir, il faut contrôler toutes les cellules qui consomment et se reproduisent trop. Et puis, ben, vous avez des cellules qui, elles, se sont arrangées de telle façon à former un organisme global, qui, lui, se barre de l'étang parce que lui, il a les moyens, et il y a deux cellules qui se parlent, on lui explique, laisse tomber, il est encore sur l'illusion de la séparation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous formons un organisme cohérent, harmonieux, etc., ce qui nous est possible d'expérimenter, il n'y a pas de limite. Tout ce qui est pic pétrolier, pic de l'eau, pic tout ça, c'est vous oubliez de quoi. Mais ça requiert l'harmonisation de toutes les parties. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir accès à l'énergie infinie, genre fusion nucléaire, si on est encore en train de tous faire la guerre, quoi, je veux dire. Parce que alors c'est comme donner plus d'énergie à des cancers dans le corps qui vont juste se tuer les uns les autres, quoi. Et donc là, c'est la fin, quoi, okay. Et donc voilà, moi j'ai écrit un livre, La Terre accouche, Histoire d'une humanité en gestation, qui parle de tout ça, aussi de la transition qu'on expliquait, hein, de la monnaie fiat sur base de la monnaie dette, créée par les banques privées, et puis le système financier tel qu'il est vers un autre système financier, et plein d'autres transitions comme ça. Et puis voilà, j'ai un site internet aussi, une chaîne YouTube dans laquelle je donne ce genre de conférences, peut-être un peu plus en détail aussi. Et donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le livre est bien sûr en vente à mon stand, ainsi que d'autres livres. J'ai créé aussi un livre pour enfants. Suite à ce que vous avez tout expliqué, là, oui. Moi je me dis, ne pensez pas que en fait, la leçon, c'est qu'il faut croire en l'univers, en fait. Tout à fait. Mais en fait, moi, c'est un peu ma philosophie du oui. vie. En fait, mon message principal, c'est que tout ce qu'on pense arrive par hasard, qu'il n'y a pas de plan, etc. C'est juste des plans, enfin des patterns inconscients qu'on a tous à l'intérieur de nous, qu'on réplique à une échelle plus grande. Et en fait, subjectivement, à notre échelle, ça peut paraître chaotique, mais comme un accouchement, c'est pour ça que je parle de la Terre accouche, un accouchement, ça peut être vécu individuellement par les cellules comme ah, c'est la fin du monde, parce que c'est un événement hardcore, quoi, ok, pour la maman comme pour le bébé. Mais de l'autre côté, c'est mieux. Et évidemment, ça ne veut pas dire que subjectivement et individuellement, on ne peut pas trouver ça difficile, ces transitions. Mais ça donne l'espoir de voir le temps long. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en plein milieu de la Révolution française, avec tout le monde, toutes les têtes qui sont coupées, etc., il peut se dire oh mon Dieu, c'est la fin du monde. S'il arrive à se projeter dans 50, 60, 100 ans, et de voir ce que ça va donner plus tard, il va se dire waouh, on est quand même mieux, entre guillemets, sous les gouvernements représentatifs, élus, etc., qu'on était sous les rois. D'accord? Donc sur des échelles de temps long, on voit des patterns qu'on ne peut peut-être pas toujours voir à l'échelle individuelle, donc ça vous permet aussi d'avoir confiance qu'on n'est pas en train d'avancer à l'aveugle, il y a un vrai plan qu'on est en train de répliquer, qui est juste une projection plus sophistiquée de quelque chose qu'on a tous vécu, qui est universel, et maintenant c'est juste comment est-ce qu'on va le vivre? C'est ça la vraie question. C'est comment est-ce qu'on va choisir de vivre cette transition? Est-ce qu'on va choisir de la vivre en mode l'adolescent, le jeune adulte qui claque qui se rebelle contre ses parents, ou je ne sais pas trop quoi, ou plus soft, transition douce? Et ça, ben voilà, on va le découvrir. Mais voilà. Est-ce que vous pensez que... Je sais pas si la vous voulez dire oui. Non? Ok. Est-ce
est-ce que vous pensez que la fin, disons, du système Fiat, comme vous dites, gouverné par... voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Est-ce que vous pensez que c'est inéluctable ou est-ce que en fait, c'est une illusion que ça va rester? En fait, ça va se passer. Pour moi, c'est inéluctable pour la simple et bonne raison que le système de monnaie dette est le modèle parfait pour une croissance accélérée. Ouais. Et en fait, l'humanité était en retard, parce que si vous regardez la courbe de croissance d'un bébé, c'est bien continu et linéaire. Si vous regardez l'humanité, il n'y a rien qui se passe jusqu'à moins 600, et puis ça vire en exponentiel ultra raide. D'accord? Donc c'est comme si on avait du retard sur notre développement, entre guillemets, en tant qu'humanité. C'est-à-dire que c'est comme si les 12 000 ans entre les dernières grandes cataclysmes climatiques et aujourd'hui, c'était notre période de gestation sur cette planète, où on avait le climat idéal, tout bien, et que maintenant on arrive au moment où la planète dit maintenant, c'est maintenant que vous devez soit, entre guillemets, être accouché ou être avorté, quoi. Okay? Parce que maintenant, c'est plus possible, je ne peux plus vous porter comme vous fonctionnez actuellement. Un accouchement, c'est surtout un changement complet de relation idéologique entre la maman et le bébé. D'accord? Le bébé, en fait, il est presque comme un parasite, quoi. Il pompe les ressources qu'il a besoin et puis il s'en fout. Je veux dire, il n'est pas là en train de dire « Ah zut, maman a une déficience de minéraux, bah, je vais prendre un petit peu moins. Hein. » Non, il agit vraiment comme un parasite. Mais un parasite qui... c'est pas un cancer. C'est-à-dire qu'un cancer, quand vous l'enlevez de votre corps, il ne va pas vivre sa vie et être autonome. Et vous appelez maman, ok? Mais un bébé, oui. D'accord? Donc c'est vraiment, il a le potentiel d'être un organisme pleinement autonome et fonctionnel. Et donc, parce qu'il y a un intérêt attaché à la dette, à l'argent créé, vous êtes obligé d'avoir de la croissance. C'est obligatoire. Parce que sinon, ça fait, enfin, il y a banqueroute, il y a un déséquilibre entre, enfin, la dette croît de telle façon à ce que ça fait imploser le système. Mais la croissance ici, comme on est en train de fonctionner actuellement, ça atteint certaines limites. Et un système où, en fait, on est censé transiter vers un système financier qui s'est accommodé à un modèle de fonctionnement organique. C'est-à-dire que là, maintenant, moi, je suis un corps pleinement formé. Si je cours, je peux respirer plus vite pour que mon corps ait plus de ressources. Si je m'assieds, je peux respirer plus lentement parce que j'ai plus besoin d'autant d'énergie. Okay? Si je commence à faire de l'hyperventilation en étant assis, je vais m'évanouir. Et si je retiens la respiration pendant que je cours, je vais m'évanouir aussi. Okay? Donc c'est un fonctionnement organique. Mais ça n'arrive qu'après l'accouchement. Tant que le bébé est dans le ventre, c'est de la croissance continue et de la consommation d'énergie continue parce que les organes doivent encore se développer. Ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Okay? Et donc, sous le système de monnaie dette, il n'y a pas de modèle où Toyota peut dire oh, bah, tiens, cette année on a besoin de produire seulement je sais pas moi, 85% de voitures et pas 100%, ah bah, on va diminuer la production de 20%. Ça n'existe pas. Vous devez produire tout le temps plus et tout le temps vendre plus et tout le temps avoir plus de profit. Parce que c'est comme ça qu'est configuré le système. Okay? Donc, et donc, dans mon livre, en fait, ici, j'explique un système qui est basé sur la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde, qui existe déjà, hein, ça a été mis en place comme une crypto-monnaie d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, qui permet ce genre de fluctuation organique. Hein, ou quand la société a besoin de beaucoup s'activer, parce que je sais pas, il y a un défi collectif qu'on doit relever, l'argent peut circuler plus vite, être créé plus facilement, et puis quand il n'y a plus besoin, ça peut redescendre, sans qu'il y ait des banqueroutes, on doit virer tout le monde, fermer des entreprises, etc. Okay? C'est vers ça qu'il faut transiter, et le système de monnaie dette n'est pas compatible avec ça. Après, la transition, elle peut arriver de plein de manières différentes, et ça, à voir. Non, c'est pas pour être pessimiste, je ne sais pas s'il nous reste encore 5 minutes. Ouais, on a vu dans l'histoire toujours des cycles de guerre en Europe, et il y a toujours des cycles de guerre qui sont liés à l'argent, effectivement, et donc il y a un lien, effectivement, entre le système, on va dire, financier et les guerres. Maintenant, l'Europe a toujours été un théâtre de guerre, tout le temps. Qu'est-ce qui nous empêche de croire que je ne pense pas qu'il y a un grand méchant Poutine qui veut venir s'installer en Europe et voilà, faire le ici. Mais je pense qu'il y a une Europe belliqueuse qui voit qu'en fait le système de monnaie dette s'écroule, le système ne tient plus en place, c'est un château de cartes, si vous le savez. Et alors Trump est en train de prendre un marteau et de leur taper sur la tête. Et quand plus rien ne va plus, on fait la guerre. Comme vous l'avez dit dans la présentation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, ce que je pense, c'est que la première chose, c'est qu'à partir du moment où vous transitez vers l'autogouvernance,
Ouais. C'est la façon parfaite de s'immuniser, entre guillemets, contre une guerre, puisqu'il n'y a plus moyen de vous conquérir. Parce que, quelles sont les cibles d'une guerre? C'est à chaque fois de couper la tête du pouvoir en place, de mettre quelqu'un de fantoche, un dictateur fantoche que vous contrôlez, et puis son pouvoir s'applique à travers les institutions en place. Quand on a colonisé l'Inde, on a juste mis un flingue sous la tempe de qui gouvernait l'Inde, et puis c'est la police indienne qui obéissait en fait aux ordres des colons, d'accord? Hitler, quand il a envahi la France, il n'a pas tué tous les policiers et mis des Allemands à la place, okay? Il a juste mis Pétain à la place, et puis son pouvoir, après, se répandait à travers les institutions centralisées qui sont là. Si vous vous autogouvernez, que chaque citoyen a des téléphones qui sont interconnectés les uns aux autres, et que vous votez quotidiennement sur les décisions à prendre collectivement, il n'y a plus un chef, il n'y a plus personne à qui mettre un flingue sous la tempe, et finalement, c'est l'histoire des guerres qui ont été perdues au XXe siècle, c'est que quand vous vous battez contre le peuple, vous êtes sûr de perdre. Le Vietnam, l'Afghanistan, une fois que les gens s'organisent en milice et n'obéissent plus aux autorités centralisées, ben c'est fini. La deuxième chose, c'est vrai que comme on est dans un système de monnaie dette et que les industries de l'armement, ben, elles sont comme n'importe quelle entreprise, elles doivent vendre des armes, sinon elles périssent, vous avez une demande et donc vous devez être des bons consommateurs, vous devez acheter des cartouches et vous devez les utiliser, sinon voilà, ça ne marche pas. Donc il faut créer des guerres. Moi, ce que j'ai exploré, et ça c'est quand on commence à regarder les choses de façon comme un organisme global, l'humanité, etc., c'est que vous essayez d'harmoniser ce qui existe plutôt que d'essayer de le retirer. Symboliquement, c'est quoi l'armée? C'est le système immunitaire, quelque part. Okay, c'est-à-dire que c'est comme si c'est un mécanisme pour vous défendre contre des choses qui ne doivent pas interagir avec vous, okay, qui ne doivent pas rentrer dans votre corps, par exemple, hein, le corps de la planète, si on veut, qui viennent de l'extérieur. Là, pour l'instant, c'est comme si le système immunitaire, il s'entraînait en tirant sur les organes à l'intérieur du bébé. Okay, c'est débile, okay, d'accord? Mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est comme une maladie auto-immune, okay, les guerres qu'on fait actuellement. Parce qu'on est en train de s'attaquer nous-mêmes, d'accord? Bon. Moi, ce que je voulais penser, c'est de se dire, ok, on a cette situation de fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas investir des milliards pour qu'on crée des cartouches et des armes où dans chaque cartouche il y a de l'engrais et des graines et qu'on puisse organiser des espèces de sports comme la Coupe du Monde avec des armées qui s'affrontent avec des balles entre guillemets à blanc comme du paintball, quoi, ok? Comme ça on est tous là, ouais, bravo, on peut tous se mesurer la taille de nos pénis hein, respectifs, hein, comme font les généraux, il faut dire qui est le plus fort. Et puis, on peut restaurer des écosystèmes en même temps parce que les balles tombent, il y a de l'engrais et des plantes, des graines qui tombent, ça fait pousser des choses. Tout le monde est content. Ça restaure les écosystèmes, les marchands d'armes s'enrichissent et en plus ça génère la thune parce que vous avez des spectateurs qui veulent absolument de l'action. Et donc, une fois que vous commencez à réfléchir comme conscience planétaire, on harmonise des choses plutôt que d'essayer d'enlever des choses, vous pouvez peut-être penser à des solutions qui ne sont pas dans le jugement et dans essayer de retirer les choses, mais essayer d'harmoniser les choses. Voilà. Moi, je me dis que l'histoire revient toujours. Ah oui, c'est cyclique. Hein. Les cycles, c'est universel. Quand on voit vraiment, c'est universel. Voilà. Donc désolé, hein, on a terminé et donc je ne veux pas prendre du temps au prochain. Mais voilà, je peux me retrouver à mon stand. Et merci beaucoup d'être venu en tout cas. Merci.